Jean Aristide Perrin et Jocelyn Guyot-Théphanie qui vont à nouveau retriturer le concept de capital environnemental. J'ai vu qu'ils étaient aussi très bourdieusiens, mais qui vont introduire d'autres gros mots dans ceux de crise écologique et d'anthropocène, je pense. Donc, à eux la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Jacques Aristide et moi-même sommes doctorants au laboratoire Géolab. Et nous tenons tout d'abord à remercier le laboratoire pour nous avoir donné l'opportunité de communiquer aujourd'hui. Et ensuite, en tant que membre de l'équipe Capital environnemental du laboratoire Géolab, nous avons voulu réfléchir à cette notion de capital environnemental, voir quelles en sont les potentialités, mais aussi identifier les problèmes théoriques qu'elle soulève. Et les critiques que nous serons amenés à formuler sont bien sûr à prendre dans une démarche constructive pour alimenter le débat scientifique. Alors, notre présentation sera articulée en 3 parties différentes. Dans un premier temps, nous allons détailler le contexte scientifique qui a vu naître la notion de capital environnemental. Dans un deuxième temps, nous allons revenir sur l'origine du concept de capital et voir ses différents usages en sciences sociales. Et dans une dernière partie, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux enjeux théoriques liés à la transposition de la notion de capital au sens bourdieusien au champ de l'environnement. Alors, pour commencer, on va partir d'un constat qui est celui que les sciences sociales, jusqu'à une période assez récente, se sont maintenues à bonne distance des questions liées à l'environnement. La nature, en effet, s'est révélée un objet de recherche problématique, dans la mesure où ces disciplines se sont construites par opposition aux sciences dites naturelles et contre toute forme de naturalisme. Mais avec l'avènement de la crise environnementale contemporaine, ces sciences sociales se sont amenées à se confronter à cet objet nature, à se positionner dans les débats sur l'environnement et à aussi parfois à réinterroger certains de leurs fondements épistémologiques. Et à ce titre, l'exemple de la géographie nous semble caractéristique de cet enjeu. Instituée comme la discipline ayant pour objet l'étude des relations entre les sociétés et les milieux naturels, elle est progressivement devenue science de l'espace et s'est divisée entre géographie physique et géographie humaine. Cette dernière, la géographie humaine, particulièrement en France, a accusé un certain retard, jusqu'à une période récente, dans l'appropriation ou la réappropriation des questions environnementales. Ce retard a été comblé en partie grâce à l'apport des sciences sociales, notamment dans le monde anglo-saxon, et ça a permis un renouvellement de ce champ de recherche par l'analyse critique des conditions sociales et politiques de la production de cet objet qu'est la nature. Alors, cette nouvelle géographie de l'environnement, telle qu'elle a été identifiée par Lévy-Busseau en 2003, est maintenant devenue l'une des branches principales de la discipline géographique. Malgré des positionnements théoriques qui sont parfois divergents dans cette branche, on peut néanmoins dégager une série de caractéristiques communes. Alors, tout d'abord, la géographie de l'environnement, elle est pleinement ancrée dans les sciences humaines et s'oppose vivement au naturalisme, et plus particulièrement au déterminisme naturel qui a pendant longtemps marqué la discipline. Alors pour ce faire, elle a adopté en partie une approche constructiviste visant à remettre en perspective les représentations, les discours, les valeurs et aussi les politiques qui sont associés à l'environnement pour comprendre leur utilisation et leur instrumentalisation au bénéfice des acteurs. Alors l'objet privilégié de la géographie de l'environnement a jusqu'à présent été la conservation de la nature, dont les espaces protégés, en constante augmentation à travers le monde, ont constitué un terrain d'étude tout à fait intéressant. Mais depuis quelques années, on observe aussi une certaine volonté de capitaliser sur ces recherches et de dépasser les débats strictement liés à la conservation de la nature, pour fournir un cadre théorique général permettant d'appréhender dans toute leur complexité et sous un angle socio-spatial les questions environnementales. Et la tenue de ce colloque aujourd'hui sur le capital environnemental illustre très bien cette démarche. Avec le concept de capital environnemental qui est défini comme l'ensemble des investissements dans l'environnement réalisés par des acteurs en fonction de leur représentation, intérêts et systèmes de valeurs spécifiques, la question qui est posée est de savoir si l'environnement ne serait pas devenu un élément structurant des rapports sociaux.
Donc ce concept invite à réfléchir sur les manières plurielles dont les acteurs s'investissent dans l'espace social, dans une intention à visée environnementale, ou du moins dans laquelle l'environnement constituerait un moyen pour atteindre une fin déterminée. Alors, il s'agit à présent de porter une attention sur le terme de capital en sciences sociales, pour mettre en perspective finalement le concept de capital environnemental. Alors, donc ce terme de capital à l'étymologie, excusez-moi, plurielle est ancien, donc on date à peu près du XIIIe siècle. Il lui a été conféré historiquement plusieurs sens jusqu'à la Renaissance, où finalement il acquit une signification économique, désignant la partie principale d'une richesse. Ensuite, les économistes du XV au XVIIe siècle l'employèrent finalement pour qualifier les moyens de production, et Marx qualifiera plus tard donc ces économistes du XVe au XVIIIe siècle d'école classique. Marx, lui, donc un peu plus tard, au XIXe, en fit la pierre angulaire de ce terme de capital de sa théorie économique, pour expliquer l'histoire économique des sociétés industrielles et donc du capitalisme, en démontrant que le capital relève d'un rapport social entre les différentes classes de la société. Ensuite, à la suite des marxiens et des marxistes, d'autres tentatives de transposition de ce concept de capital dans les sciences sociales, en tout cas les sciences humaines, sont survenues. Donc, par exemple, il y a le capital infrastructurel, le capital social de Putman, qui est bien connu, et d'autres. Mais nous allons nous attarder finalement sur deux principaux, en lien avec le capital environnemental, qui permettra justement de l'éclairer et de voir comment il s'en distingue. Alors, il s'agit premièrement du capital naturel, issu de l'économie écologique, qui est une branche de l'économie depuis les années 80, voire 70, si on intègre le travail de Georgescu Kosgen, et qui cherche finalement cette économie écologique à réintégrer les systèmes économiques au sein des écosystèmes, s'opposant à la fois à l'économie dite traditionnelle, pour reprendre leur vocabulaire mainstream, et à la fois se distinguer de l'économie de l'environnement. Le capital naturel, excusez-moi, défini par Constanza, notamment, est donc un stock qui produit un flux de biens et de services valorisables dans le futur. Dans cette perspective, finalement, les ressources naturelles, les écosystèmes ainsi que les services qu'ils fournissent, que ce soit en fonds ou en stock, sont considérés comme des moyens de production à part entière, au même titre que les traditionnels capitaux manufacturés ou humains. Et finalement, avec l'avènement des services écosystémiques, donc en 2002 suite au Millennium Ecosystem Assessment, on peut dire finalement que dans cette perspective, cela revient à comptabiliser les capitaux naturels et trouver la manière justement de ne pas les réduire, donc de les conserver. Ce concept de capital naturel, enfin je finis là, est donc caractérisé par sa vision positiviste de la nature et par la non prise en compte des conditions sociales et politiques de la production de l'environnement. Second usage dans les sciences sociales, donc, qui est celui de Bourdieu. Donc c'est pas un bourdieusien qui vous parle, en tout cas, je vous rassure. Ce dernier, influencé notamment par Marx et Weber, proposa dans les années 70 et 80 une théorie générale des rapports de pouvoir dans les sociétés, fondée sur l'existence d'une pluralité de capitaux qui structurent, pour reprendre son vocabulaire, l'espace social. Donc Greta tout à l'heure en a parlé, donc je ne vais pas tout à fait, enfin, je pense que vous le connaissez majoritairement, donc je ne vais pas les définir, mais voilà, il y en a 4. Et par l'identification de cette pluralité de capitaux, Bourdieu cherchait à analyser finalement les hiérarchies sociales, leur fonctionnement, les mécanismes de domination et les reproductions, pour expliquer ainsi les inégalités. Cette notion de capital environnemental, donc, à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui, s'inscrit dans cette, en partie du moins dans la théorie des capitaux de Bourdieu, et ambitionne de comprendre la manière dont les valeurs environnementales, environnementalistes, il faut réfléchir à savoir comment on les nomme, sont construites socialement et participent au rapport de domination entre les différents acteurs sociaux ou groupes sociaux. À cet égard, elle s'inscrit dans la lignée de la démarche scientifique bourdieusienne que l'on nomme structuralisme-constructivisme. Et par manque de temps, je ne m'attarderai pas excessivement dessus, mais tout ça pour dire que finalement ça consiste à révéler le sens caché des choses, ce qui lui a appelé une sociologie du dévoilement.
en vue d'une sociologie de l'action, justement. Donc finalement, la sociologie de dévoilement, ça consiste à une mise en lumière des mécanismes sociaux, on dira plus ou moins invisibles. Peut-on dès lors parler d'une géographie du dévoilement, avec l'avènement de ce concept, en vue d'une géographie de l'action, pour étudier le rôle du discours et de l'action politique dans l'établissement de définitions acceptées, acceptables de l'environnement. C'est ce que nous allons voir justement à présent en identifiant les potentialités d'une considération de l'environnement en tant que capital, mais également les propres limites éventuelles de ces potentialités. Donc vous l'aurez compris, on a un peu les vilains petits canards, on se veut un peu critique pour faire avancer les choses, on l'espère. Plusieurs points méritent d'être identifiés et soulevés pour saisir l'enjeu de cette transposition et les commodités de cet usage. Alors le premier a trait à la considération de l'environnement en tant que capital. Tout le monde est concerné évidemment par les questions environnementales, mais pas de la même manière, selon les enjeux, les situations géographiques, économiques, sociales, ainsi que les représentations que nous avons de ces propres situations. L'environnement est de fait donc une ressource mobilisée au sein de ces situations, dans plusieurs champs, pour reprendre le vocabulaire de Bourdieu et qui a été utilisé auparavant. Donc des champs qui peuvent être celui de l'environnement, de la politique, de l'économie, et cela de manière croissante, d'après nous, compte tenu de la crise environnementale. Mais si l'environnement peut être une ressource, comme le montre tant d'exemples finalement dans les recherches qui parlent de la justice environnementale, elle n'est pas forcément une ressource, disons, évidente pour tout le monde, notamment car il faut être en mesure finalement de la considérer d'une part en tant que ressource, puis de l'utiliser. Donc elle peut être parfois trop abstraite, loin des réalités quotidiennes, ou alors tout simplement les travaux finalement d'anthropologie dont les plus connus sont ceux d'Escola, mais vous montrent bien finalement dans certaines cultures l'environnement n'est pas considéré comme chez nous évidemment, et cela parfois ne veut rien dire. Donc ce concept de capital environnemental peut s'utiliser lors de tentatives d'acquisition, d'appropriation, voire de volonté hégémonique discursive, pour reprendre les termes de Gramsci, donc une lutte finalement entre les représentations sociales, mais paraît peut-être peu évident pour parler du rôle des individus les plus passifs ou les plus silencieux, et comment dès lors leur conférer un capital environnemental. Ça c'est une question qui nous semble importante. Et pour dépasser finalement ce sentiment d'impuissance, c'était la critique que faisait Bouvresse, qui est un philosophe qu'il faisait à Bourdieu. Et le biais éventuel, justement, consiste possiblement à ne s'intéresser qu'au discours et aux positions des dominants et dès lors adopter une analyse purement critique. Et comment, justement, prendre en compte la propre réflexivité des acteurs au sein de l'analyse. Alors, un deuxième point mérite d'être relevé pour examiner le cumul éventuel ou la convertibilité des capitaux. Ça a été abordé auparavant. Et pour cela, on va présenter un rapide exemple fictif pour illustrer la manière dont peut survenir ce capital environnemental et analyser théoriquement l'enjeu finalement lié à ce cumul et cette convertibilité. Donc là, c'est un exemple qu'on a inventé. Des individus bénéficiaires d'un legs familial aux revenus économiques faibles et peu intégrés à la vie sociale de la communauté habitent dans un quartier calme et situé loin des lieux de production et de pollution. Alors si un phénomène de gentrification verte survient un jour, je préciserai s'il y en a qui ne connaissent pas, l'inflation du coût de la vie dans ce secteur peut les marginaliser finalement progressivement et les inciter à vendre leurs biens immobiliers. Parce que forcément, s'il y a de plus en plus de, on va dire très rapidement, de personnes riches qui sont intéressées par ce quartier, les prix de l'immobilier vont augmenter et eux, ils peuvent se sentir finalement pas à leur place, ou en tout cas ils voudraient finalement échanger du capital, le capital environnemental qui consiste à la présence de ce bien au sein d'un secteur finalement valorisé, contre du capital économique, et inversement pour ceux qui achèteraient leurs biens. Donc si les propriétaires de départ choisissent cette fois de vouloir conserver leurs biens immobiliers dans cette zone valorisée, ils devront s'investir pour se défendre auprès de la municipalité, ou enfin, la Comcom, des compagnies, au nom de leur qualité de vie, et qui est symbolisé par ce capital environnemental. Mais encore faut-il pour cela justement avoir un capital social, donc les relations, ou un capital culturel qui les amène finalement à être suffisamment à même de pouvoir convaincre et de trouver les soutiens pour. Donc voilà, et ça, malheureusement, si ces capitaux-là ne sont pas présents et que ces personnes fictives ne possèdent seulement, en tout cas, qu'une partie
d'un capital environnemental, ça peut poser problème et réduire leurs chances de succès. Donc cet exemple rapide, j'espère qu'il est compréhensible à vocation didactique, démontre finalement la possibilité d'échange, voire de convertibilité en quantité et en qualité d'une forme de capital à une autre, représentant a priori un potentiel moins important que d'autres capitaux en termes de domination, notamment cela en parallèle avec le capital symbolique qui est un peu similaire. Le capital environnemental est plutôt risque en tout cas d'être inféodé à d'autres capitaux et donc se rapprocherait davantage avec son potentiel finalement serait davantage consisterait en un caractère complémentaire finalement à d'autres capitaux, c'est comme ça qu'il se caractériserait finalement, en tout cas dans cet exemple. La théorie de Bourdieu hiérarchisait les capitaux en accordant une place importante au capital culturel par rapport au capital économique, tandis que le capital social jouait le rôle de démultiplicateur des deux premiers. Dès lors, le capital environnemental pourrait justement trouver sa place, selon nous, en accordant une attention toute particulière à la nature dans les rapports sociaux. Ainsi, le rapport à l'environnement de tout un chacun serait intégré justement et constitutif de ces rapports sociaux, et non plus seulement un critère supplémentaire pour détacher du réel. En cela, ça se rapprocherait justement, il me semble, des approches intégratives, ça a été abordé tout à l'heure, donc par exemple les systèmes socio-écologiques, et notamment dans cet exemple-là, il y a le Christian Lévesque en 2003, je crois, qui créait, avec son équipe, l'anthroposystème. Néanmoins, des questions demeurent dans l'usage de ce capital environnemental, comme le rapport interactif entre ces capitaux, ou la réversibilité possible de leur convertibilité, j'espère que c'est compréhensible. C'est pourquoi, selon nous, seules des enquêtes de terrain sont à même justement de bien démontrer et de répondre à ces questions pour valider la pertinence sur le plan théorique de ce concept. Voilà, et Jocelyn va continuer. Non, c'est pour ça. En bas. Alors, pour finir cette communication, il nous semble important de mettre en perspective l'orientation épistémologique actuelle de la géographie de l'environnement, notamment ce qui concerne l'approche constructiviste. Alors, la grille proposée par Géolab postule l'existence de la nature, qui est nommée matérialité biophysique, mais la subordonne à, je cite, les représentations dont celle-là fait l'objet et dont elle peut être la projection. Alors, il est indéniable que le point de vue constructiviste a offert aux géographes l'opportunité d'investir pleinement les dimensions sociales et politiques de l'environnement. De plus, l'approche géographique a pour intérêt de mettre en lumière les logiques spatiales et territoriales associées à cette construction de l'environnement. Et cette posture marque un renversement complet par rapport à l'approche positiviste qui a pendant longtemps marqué la géographie. La volonté des chercheurs se réclamant de la géographie de l'environnement d'ancrer cette branche dans la discipline dans le champ des sciences humaines est en plus une rupture, on va dire, avec la géographie physique. Toutefois, si le constructivisme est actuellement majoritaire au sein des sciences sociales, il n'en reste pas moins débattu, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la crise environnementale. Un nombre croissant d'auteurs pointent les limites de cette approche pour rendre compte, dans toute leur complexité, des rapports entre humains et non humains. Appréhender les questions environnementales par le prisme des représentations présente, à notre sens, le risque d'évacuer les problèmes écologiques pour ne voir dans l'environnement qu'une forme de distinction sociale ou de domination. Ce problème se pose notamment en sociologie de l'environnement, discipline vers laquelle la géographie de l'environnement opère un rapprochement avec la notion de capital environnemental. En sociologie de l'environnement, certains auteurs ont noté une dérive qu'on pourrait qualifier de sociocentriste. Cette dernière est caractérisée finalement par la déconnexion des stratégies sociales et politiques des acteurs, des problèmes auxquels elles sont supposées répondre. Or, c'est précisément le risque que présente, à notre sens, la transposition de la notion bourdeusienne de capital aux ressources environnementales. Dans cette perspective, les investissements dans l'environnement sont considérés du point de vue des profits qu'ils génèrent au sein de l'espace social, et non plus comme des réponses qui sont certes intéressées et qu'il faut remettre en cause, pour remédier à la dégradation environnementale. Alors, afin d'éviter cet écueil, il conviendrait d'associer les dimensions sociales et politiques de l'environnement à sa dimension économique
pour envisager cet objet de manière systémique, notamment dans le cadre d'une critique du système capitaliste. Si l'approche constructiviste de l'environnement s'oppose à l'approche naturaliste, toutes deux s'inscrivent pourtant dans le même cadre, celui du dualisme moderne entre nature et culture. Or, l'ampleur de la crise écologique ainsi que son caractère hybride, l'environnement est un objet qui se situe à l'interface entre nature et culture, a mené de nombreux auteurs à tenter de dépasser ce dualisme. Alors, nous avons précédemment évoqué la tentative de fusionner économie et écologie propre à l'économie écologique, mais il semble que cette démarche touche actuellement l'ensemble des sciences sociales. Citons par exemple l'anthropologie de la nature, suite aux travaux d'Escola, qui permet de situer historiquement ce dualisme nature-culture et de le remettre en perspective par rapport à d'autres manières de concevoir les rapports entre humains et non-humains. On peut aussi citer l'anthropologie des sciences de Bruno Latour, qui là est une remise en cause depuis l'intérieur de l'illusion philosophique du dualisme nature-culture. On pourrait aussi citer la philosophie et le droit qui ont débouché sur les éthiques environnementales et qui ont questionné le fait que seuls les humains étaient sujets de droit, ou encore l'histoire, où on a observé un élargissement du champ historiographique à l'objet environnement avec la constitution de l'histoire environnementale. Alors, ce mouvement qui est certes minoritaire traduit la construction progressive des humanités environnementales, qui est un champ transdisciplinaire dont le concept d'anthropocène constitue l'un des points de ralliement. Alors, on ne nous en pas trop le temps de rentrer dans le débat sur l'anthropocène, il faut aussi prendre avec précaution ce terme, mais la question que nous nous posons, c'est « et la géographie ?» Alors, en guise de conclusion, on pourrait noter que la géographie semble pour le moment se maintenir à une certaine distance de ce mouvement et des humanités environnementales, à l'exception notable d'Augustin Berg, qui, à travers ses travaux, a remis en cause un autre dualisme de la modernité, qui est celui entre objet et sujet, et qui a fondé une approche phénoménologique des rapports entre les sociétés et leur environnement et leur milieu naturel, qu'il appelle mésologie. Mais cette distance de la géographie face à la construction des humanités environnementales semble assez paradoxale dans le sens où, par son histoire, à la charnière entre sciences sociales et sciences naturelles, la géographie pourrait trouver un rôle important. Elle pourrait en effet capitaliser sur la diversité de son outillage méthodologique, de ses champs de recherche et de ses liens avec les autres sciences, notamment qu'elles soient sociales ou naturelles, pour développer une approche originale des problématiques environnementales. En posant l'Anthropocène comme le cadre général des actions humaines, il serait en effet possible d'articuler la construction sociale de l'environnement aux profondes transformations des modes de vie des sociétés modernes, les empreintes finalement de ces sociétés sur la Terre. Pour conclure, et pour revenir au capital environnemental, il serait très intéressant, à notre sens, de puiser dans les différentes significations qu'a recouvré le terme de capital pour compléter et enrichir la grille de lecture associée au concept de capital environnemental, notamment la dimension économique qui nous semble très importante à prendre en compte. Dès lors, le capital environnemental serait à même de dénouer certains fils entre nature et culture pour une analyse conjointe des dimensions sociales, politiques, économiques, écologiques de l'objet environnement à l'heure de l'Anthropocène. Merci de votre attention.